Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes pour un hors-série avec en fil rouge un grand témoin étranger. Ce soir, il s'appelle Souleymane Bachir Diagne. C'est un immense philosophe sénégalais, qui plus est logicien, mathématicien et spécialiste de philosophie islamique. Fin de l'eurocentrisme et promotion d'un islam des Lumières, ce sont quelques-uns des combats de Diagne. Nous en parlerons avec lui bien sûr et puis nous évoquerons plusieurs questions d'actualité. Tout d'abord, la progression de l'extrême droite en Europe. La crise migratoire est-elle responsable des poussées ethno-nationalistes ? La question migratoire nous pose des défis. Avec elle, il y a des problèmes, mais aussi des réussites. Autre dossier ce soir, le tournant social d'Emmanuel Macron qui présente demain son plan contre la pauvreté. Et puis vous retrouverez bien sûr à la fin de l'émission les tendrons, Mauduit et Saltiel qui sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Vous êtes toujours radieux. Bon, de quoi allez-vous parler ce soir ? Elisabeth, des cas de choléra ont été détectés en Afrique du Nord. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler l'épidémie de 1832, quand les Français avaient une peur bleue. Très bien. Et vous, François Saltiel ? Nous partirons en Inde. Le pays vient de dépénaliser l'homosexualité. Derrière cette victoire, un homme, un prince, ouvertement gay, au parcours étonnant. Très bien, à tout à l'heure. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent Trémollet-de-Villers. Bonsoir Elisabeth. Mes deux complices pour accueillir Souleymane Bachir Diagne. Merci d'être avec nous entre deux séminaires à Columbia, entre deux avions de ligne. Vous êtes un peu jet lag, mais vous serez époustouflant. Comme toujours, vous avez publié chez Albin Michel En quête d'Afrique, avec votre camarade, votre complice Jean-Loup Amsel. Afrique avec un S ou sans S ? On dit l'Afrique ou les Afriques ? C'est une question importante. C'est une question importante et qui parcourt d'ailleurs l'ouvrage. Oui. Mon camarade Jean-Loup Amsel aurait plutôt tendance à dire Afrique avec un S. Oui. Pour que les pluralités de l'Afrique soient respectées. Soient bien respectées et apparaissent, soient manifestées. Et moi, j'ai tendance à parler d'Afrique avec un E tout simplement parce que je suis pour la construction d'une Union africaine. D'accord. Ah oui, sans frontières ? Sans frontières. Mais vous êtes un utopiste en plus d'être tout ce que vous êtes déjà. Mais oui, il faut de l'utopie sur ce plan-là, effectivement, considérer que la Terre n'est qu'un seul pays. Très bien. Alors, on évoque l'Afrique et vos combats, mais d'abord, votre règle de 3, c'est-à-dire votre portrait, en d'autres termes, réalisé par Gaël Legras. Regardez. Deux amours, un triangle, une religion, c'est la règle de 3 de Souleymane Bachir Diagne. Ces deux amours sont la philosophie et les mathématiques. Né à Saint-Louis en 1955, il obtient un bac scientifique à Dakar, enchaîne avec Hippocagne-Cagne au lycée Louis-le-Grand de Paris, intègre Normal Sup, obtient l'agrégation de philosophie, c'est déjà pas mal, mais en 1982, il soutient également une thèse de doctorat en maths à la Sorbonne sur le thème de l'algèbre numérique à l'algèbre de la logique. La vérité, c'est que, professeur, vous êtes un crack reconnu, à la précocité avérée. Vous êtes un génie à l'inspiration inépuisable. En 1988, pour le plaisir, il soutient une autre thèse de doctorat intitulée « Philosophie symbolique et algèbre de logique, les lois de la pensée de Georges Boole ». Plutôt bon élève, donc il transmet aujourd'hui son savoir en enseignant à l'Université Columbia de New York. Quand on est professeur, c'est qu'on veut rester étudiant. Le triangle est constitué par Léopold Sédar Senghor, le philosophe-poète Mohamed Iqbal et Henri Bergson. Wow. Souleymane Bachir Diagne a tracé ce triangle dans Bergson postcolonial, paru en 2011, un livre dans lequel il expose le concept bergsonien d'élan vital et la traduction politique qu'en ont fait Iqbal et Senghor, soit la désaliénation et l'émancipation des peuples colonisés. Quand un enfant est devenu grand et qu'il a atteint sa majorité, il prend ses responsabilités et décide de fonder un foyer. La religion, c'est l'islam. Depuis l'enfance, Souleymane Bachir Diagne est très imprégné de culture soufie. Ma propre décision de faire de la philosophie avait quelque chose certainement à voir avec cette sorte d'inquiétude spirituelle qui est propre à un islam mystique. En conséquence, ses travaux consistent aussi à penser l'islam. Dans Comment philosopher en islam, par exemple, il convoque les philosophes des Lumières musulmanes. Les religions, de ce point de vue, sont elles-mêmes le remède du poison qu'elles peuvent constituer. Aujourd'hui, il se sent donc en responsabilité de transmettre l'histoire de l'islam et sa tradition de pensée libre et critique. Eh oui, c'est vous, un crack mystique.
Si on résume, Souleymane Bachir Diagne. Vous savez, mon amie, la philosophe Catherine Clément, m'appelle de temps en temps un soufi althusserien. Ah, joli. Oui, parce que vous avez été l'élève d'Althusser à Normal. Et l'élève d'Althusser et de Derrida Derrida. aussi. Oui, absolument. Parlons de l'Europe. Vous administrez une sorte de camouflet et de gifle à l'Europe, en tout cas aux Européens qui considéraient que l'eurocentrisme, c'est bon encore au XXIe siècle, et vous dites c'est fini tout ça. Il faut apprendre à se décentrer. Oui, c'est moins que c'est bon, plutôt que c'est naturel. L'idée que l'universel, l'Europe incarne tout naturellement l'universel et que, au fond, l'irruption sur la scène de l'histoire de toutes ces masses afro-asiatiques depuis Bandung, la conférence de Bandung, voilà, c'est venu un petit peu troubler l'universel. C'est un schéma qui ne convient absolument pas, parce que ça consiste à considérer qu'il y a un centre du monde et des périphéries. Il faut abolir centre et périphérie. Vous parlez d'universel, et l'universalisme, c'est aussi dans votre ligne de mire, l'universalisme au sens justement de cette invention de l'Europe à l'époque des Lumières. Vous dites oui à un universalisme latéral, mais non à un universalisme de surplomb. S'il vous plaît, expliquez-nous ça. Alors d'abord, je cite là Merleau-Ponty. C'est Merleau-Ponty qui parle d'un universel de surplomb qui n'aurait plus cours justement dès lors qu'il y a ce décentrement, qu'il n'y a plus une Europe placée au centre du monde et donnant le là au reste du monde. Et il dit que l'universel aujourd'hui, c'est un universel horizontal ou latéral, un universel, disons, de négociation. On le voit d'ailleurs sur une question comme le climat. Nous sommes tous d'accord sur la vérité. Enfin, tous, presque. Presque. On en parlera tout à l'heure, à l'exception d'un certain. D'un certain. Oui. D'accord. Et on peut faire monde. Et on peut faire destin commun malgré l'absence de... J'insiste toujours sur l'universel, parce que sinon c'est le relativisme, chacun ne se justifie que dans son contexte propre, c'est la fin de l'idée même d'humanité. D'accord. Vincent? Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez un continent africain uni, et vous êtes optimiste sur l'Afrique. Vous considérez que le meilleur est à venir, si l'on vous lit? Je le crois. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique offre un certain nombre de germes de changement. Le discours sur l'Afrique change. On avait le sentiment jusqu'à il y a peu que le lien à l'Afrique était un lien forcément humanitaire, parce que c'était le continent des catastrophes. Le discours change. On a l'impression aujourd'hui, et c'est une impression juste, me semble-t-il, que c'est un continent avec lequel il faut construire des partenariats, parce que c'est un continent qui a de l'avenir. Et je pense que cette démarche prospective, cette vision est fondamentalement juste. Alors, en ce moment, l'Afrique, vous le savez évidemment, est confrontée au terrorisme islamique. Oui, absolument. Et cette question-là, elle est un peu sortie des radars médiatiques. On en parle assez peu, mais pas des radars militaires, puisqu'on vient d'apprendre justement que les États-Unis préparaient d'intenses frappes militaires en Afrique, essentiellement contre Al-Qaïda et contre le groupe État islamique. Et ça pourrait donner l'impression erronée qu'ils sont les seuls groupes terroristes sur le continent, ce qui est loin d'être le cas. En tout cas, si on prend le temps de les recenser, ils sont très nombreux. Pour prendre quelques exemples, au Mali et au Burkina Faso, ce ne sont pas moins de 7 groupes djihadistes qui organisent des attaques très régulièrement. En Libye, ils sont 6 à terroriser la population. Il y en a beaucoup d'autres, on les voit sur cette carte-là. Et le nombre d'événements violents liés à ces groupes a augmenté de 38% durant les 12 derniers mois. Comment expliquez-vous déjà qu'on en soit là, et que faire pour enrayer ce phénomène, cette pensée qui se diffuse et qui va jusqu'à la constitution de groupes ? C'est vrai que là, il y a un phénomène de fragmentation, on a presque envie de dire de métastase. Et ça, c'est terrible, parce que par exemple, au Mali, où les pouvoirs politiques maliens essayent de négocier, essayent de construire une paix, quand il y a une fragmentation de cette nature, vous ne savez plus avec qui il faut négocier. Si vous négociez avec A, c'est D qui pose problème, etc. Et ça, malheureusement, l'Afrique va probablement vivre avec cela. Et ça va freiner ce développement dont vous parliez ? Ça va freiner ce développement parce que, évidemment, vous n'aurez pas un Mali intégré, un territoire malien entier, et ça va... également métastasé probablement en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que le défi du terrorisme, le défi sécuritaire, nous allons vivre avec cela pendant les années qui vont venir. Je croyais que vous alliez parler aussi du défi de l'éducation, qui représente cette éducation précisément un antidote à cet islam pétrifié qui n'admet pas la raison. C'est l'antidote.
Ouais. Malheureusement, une fois qu'on le dit, on décourage presque ses interlocuteurs parce que tout le monde se rend compte que l'éducation, ça porte ses effets sur le long terme, moyen et long terme. On a envie d'avoir des solutions tout de suite parce que les choses sont critiques, elles sont insupportables. Eh bien, c'est vrai que dans l'immédiat, il n'y a que des mesures sécuritaires à prendre. Mais à long terme? Mais à long terme, c'est l'éducation qui va être la clé. Oui, pardon. Sur le plan doctrinal, vous défendez un islam des Lumières et il y a une espèce de comète impressionnante d'islam fondamentaliste qui emporte tout avec elle. Est-ce que parfois vous êtes découragé face à ce phénomène ou vous considérez que... J'ai dit une fois, on ne fait jamais autant de bruit qu'une bombe, évidemment. Je veux dire, une parole de réflexion, ce n'est pas la même chose qu'un slogan. Une parole de réflexion, en général, d'ailleurs, ne trouve pas à s'exprimer sur l'Internet, qui est un espace qui est fortement occupé précisément par les discours les plus simplistes, avec des slogans les plus spectaculaires, complotistes. Ceux-là trouvent tout naturellement leur chemin dans ce nouvel espace public qui est devenu l'Internet. Mais l'un dans l'autre, je crois que la patience de l'éducation aura quand même raison. Vous êtes soufi, vous êtes soufi, vous êtes musulman et soufi, vous appartenez à cette... c'est une mystique, c'est une spiritualité, c'est une métaphysique, qu'est-ce que c'est? Disons que le soufisme, c'est la face mystique de l'islam. Oui. C'est la face mystique de l'islam qui, depuis le XIIe siècle à peu près, s'est organisée également en de grands groupes, en des confréries ou des voies, comme on les appelle. Et vous savez, cet État est pratiquement un État naturel en Afrique de l'Ouest où les gens, j'allais dire, naissent dans des confréries. Bon, on ne naît pas dans une confrérie, il faut à un moment donné en faire le choix et savoir exactement ce qu'on fait. Oui. Souleymane Bachir Diagne, vous enseignez la philosophie islamique, les philosophes des Lumières, en tout cas des gens comme Averroès, mais ça remonte au XIe siècle, XIIe siècle. Y aura-t-il à nouveau un regain dans la philosophie islamique et chez les penseurs musulmans de nouvelles lumières, en quelque sorte? Je suis heureux que vous posiez la question. Je suis heureux que vous posiez la question. Quand j'ai créé un enseignement de philosophie islamique à Dakar, d'abord, où j'enseignais, j'ai enseigné la période classique qui va en gros du IXe siècle à la mort d'Averroès. Et une question que me posaient mes étudiants, c'est « et aujourd'hui ?» C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à Mohamed Iqbal. Et je prends ce nom comme réponse à votre question. Je crois qu'un philosophe qui est également un penseur et un poète comme Mohamed Iqbal aura exprimé pour notre temps cet islam de l'ouverture, cet islam du pluralisme, cet islam ouvert d'abord sur l'avenir et qui se reconnecte à son propre principe de mouvement qui lui permet de converger avec d'autres religions et l'irreligion elle-même. Et l'irreligion. Et l'irreligion elle-même, dans un monde qui doit être pluraliste. Raison pour laquelle Senghor considérait que Iqbal était le théâtre de Chardin du monde musulman. Très bien, merci d'avoir promu donc Iqbal et d'avoir donné sans doute envie à nos téléspectateurs de le lire ou de le relire. Vous restez évidemment avec nous, Souleymane Bachir Diagne. Nous poursuivons ce hors-série avec 2 correspondants de la presse étrangère en France. Mais d'abord, la mise au point de Sandrine Le Calvez à propos de la poussée nationaliste en Europe, en commençant évidemment par la Suède qui votait ce week-end. Un sourire de gendre idéal et comme emblème une anémone bleue, une fleur qui annonce l'arrivée des beaux jours. Jimmy Åkesson est le nouveau visage propre de l'extrême droite suédoise. Son parti anti-migrant et anti-islam a remporté 17% des voix aux élections législatives. C'est moins que prévu, mais suffisant pour bouleverser le paysage politique. Nous sommes les gagnants de cette élection. Maintenant, nous entrons dans un nouveau mandat de 4 ans et nous allons avoir une influence réelle sur la politique suédoise. La progression de l'extrême droite dans un pays qui a ouvert ses frontières aux demandeurs d'asile sonne comme un aveu d'échec. Je suis bien sûr déçu qu'un parti aux racines ancrées dans le nazisme puisse gagner autant de terrain à notre époque. Un parti salué par Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Encore une mauvaise soirée pour l'Union européenne en perspective.
et par le ministre italien d'extrême droite, Matteo Salvini. La Suède a dit non à l'Europe des bureaucrates et des spéculateurs, non à l'immigration illégale, non à l'extrémisme islamique. Les discours anti-migrants résonnent et se propagent dans toute l'Europe, comme ici en Allemagne. Après des manifestations à Chemnitz, l'extrême droite est descendue dans la rue dans la ville de Cothen à la suite de faits divers impliquant des étrangers. Ils ciblent Angela Merkel, coupable à leurs yeux d'avoir ouvert les frontières de l'Allemagne en septembre 2015. Alors la crise migratoire est-elle responsable de la poussée de l'extrême droite? Les nationalismes peuvent-ils un jour gouverner l'Europe? Bonsoir à vous deux, Vibeke Knup-Rachlin. Bonsoir madame, Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien norvégien Aftenposten. J'espère que je n'ai pas écorché le nom de ce quotidien. Aftenposten, le quotidien le plus lu de Norvège. À côté de vous, Philippe Golub. Bonsoir, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bienvenue à tous les deux. Et une question pour vous, madame Knup, tout de suite, à propos justement de cette montée, de ces poussées extrêmement alarmantes de l'extrême droite dans toute l'Europe. Parlons de la Norvège. On peut parler de la Norvège, mais parlons de la Suède aussi. Oui, d'ailleurs. voilà, on peut peut-être commencer par la Suède, Oui. parce que j'aimerais bien dire une chose importante. Ces élections-là, la dimanche, les législatives, peur des oui. migrants n'a pas été l'élément essentiel. L'argument qui a fait basculer vers l'extrême droite. Ce qui a fait basculer, c'était la baisse de la providence, de l'État-providence des prestations sociales. Et surtout dans le domaine de la santé. Pourtant, on entendait les slogans dans les manifestations et même sur les affiches de campagne, c'était quand même très anglais Bien sur sûr. la peur Non, de je ne dis l'immigration. pas que ça n'a pas joué, bien sûr que ça a joué, mais ça n'a pas été dans Le les seul sondages. élément. Les électeurs disaient que ce qui importait le plus, c'était ça. Et vous pensez qu'il disait la vérité dans les sondages? Ah oui, Parce qu'il y a oui. quelque chose d'inavouable à dire, Oui, je suis xénophobe. Oui, je suis d'accord, mais Ouais. je pense quand même que c'était... Et d'autant plus que vous me demandez pour la Norvège. Pour la Norvège, c'est pareil. L'État-providence baisse aussi ses prestations. Un exemple précis, vous devez vous faire opérer de la hanche en Norvège, on va attendre 2 ans pour l'opération. Et c'est quand même... Et ça, c'est corrélé? Oui. Ça, c'est corrélé Ouais. à l'arrivée des Ouais. migrants, Ouais. du point de vue de la population. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Souleymane Bachir Diagne, quel regard vous portez sur ce processus électoral qui se passe en Europe de pays en pays, où à chaque fois un parti qu'on qualifie de populiste, de nationaliste, d'anti-migrants l'emporte? Est-ce que c'est le grand déménagement du monde qui entraîne ça? Est-ce que la crise migratoire est selon vous la cause de ce processus? Qu'elle soit cause au sens où elle engendrerait des nationalismes, des ethno-nationalismes, comme je préfère les appeler, je ne le crois pas. En revanche, que ces partis nationalistes qui traditionnellement étaient là, faibles, mais étaient là, se soient servis de cela comme porte-drapeau, ça c'est un fait. Mettre en avant le migrant et se présenter soi-même comme le sauveur de la nation devant une évasion de migrants. Le sauveur de l'identité. Et le même. sauveur de l'identité, ça c'est un discours facile. On l'avait vu en Hollande, on le voit maintenant dans les pays nordiques. Le migrant est l'épouvantail et ensuite on se présente comme celui qui est en mesure de faire face à cette vague et de servir de rempart. Philippe Golub, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part de l'Union européenne le fait de ne pas avoir pris en compte cette crise migratoire dans sa difficulté et dans sa complexité qui nourrit ces partis et qui leur permet justement de prospérer? En tout cas, il n'y a pas causalité, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce ne sont pas les migrants et les vagues migratoires qui sont la cause de l'ethnonationalisme, mais les ethnonationalistes qui mobilisent la question migratoire à des fins de politique intérieure partout en Europe, et ce en construisant une image du migrant, une image du réfugié comme étant barbare, comme étant autre, comme étant culturellement allogène, comme étant quasiment biologiquement dangereux, comme étant, comme le dit Trump aux États-Unis, des violeurs, etc. Il y a la construction d'une image du barbare de l'autre, comme dans une altérité absolue, ce qui permet de mobiliser à des fins de politique intérieure des ressentiments profonds qui sont effectivement liés, je pense,
À la peur du déclassement, à une à la inquiétude peur du culturelle. déclassement, à la crise économique et sociale culturelle. profonde qui touche l'Europe et les États-Unis d'ailleurs, bien sûr, depuis 2008. Il y a 10 ans de crise dans laquelle il faut vous mettre à la place d'une jeune personne de 20 ans, de 22 ans, qui n'a connu que ça, qui n'a connu qu'une décennie de crise et des perspectives nulles, c'est-à-dire l'avenir est bouché. Pour eux, après-crise, c'est quoi l'après-crise? Il y a eu 2008, mais Madame Knoop, il y a eu 2015. Il y a un sociologue bulgare, M. Kratchev, je crois, qui dit la crise des migrants de 2015 est le 11 septembre de l'Europe. C'est ça qui a déclenché le recul d'Angela Merkel, qui a fait naître des partis qu'on ne pensait plus voir. Il y a quand même peut-être une corrélation, non? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais justement, je crois qu'il est très important de trouver, comme lui, il le disait, une parade. Mais une parade, des contre-feux. Il faut allumer des contre-feux. C'est Emmanuel Macron, ce contre-feu. Il se présente comme le rempart à quelque chose qui serait très inquiétant lors des élections européennes. Oui, le dernier défenseur de l'Europe, d'une Europe fraternelle. En tout cas, il essaye de l'être. Il essaye d'être un peu le porte-voix. En même temps, c'est ambigu, parce que la loi asile et immigration n'est pas très... Mais quand même. Question philosophique, Souleymane Bachir Diagne. Est-ce qu'en disqualifiant ces inquiétudes, Emmanuel Macron ne prend pas le risque de jeter dans les bras des nationalistes des gens qui peut-être partagent ces inquiétudes mais ne sont pas nationalistes? Pour ces inquiétudes, il faut effectivement expliquer. Et je crois que c'est très important. L'explication est importante. Je me souviens avoir vu un reportage justement en Suède, dans un coin de Suède où il y avait peu de migrants. Et on interrogeait une personne qui déclarait vouloir voter pour l'extrême droite pour la première fois de sa vie, parce que vraiment la criminalité était un vrai problème. Et le journaliste qui avait fait ses devoirs à la maison lui dit mais la criminalité baisse au contraire. En opposant des chiffres. En opposant des chiffres. Le visage effaré de cette personne, pourtant jeune, était intéressant à voir, parce qu'elle était persuadée que c'était une vérité d'évangile, qu'il y avait un lien effectivement direct, une corrélation directe entre les migrants et la criminalité. Et on lui disait que ça n'était pas le cas. Et par conséquent, ce discours-là, il faut le tenir. Ce discours de l'explication, il faut le tenir plutôt que de biaiser en disant oui, il pose les vrais problèmes, mais mal, ou ont les mauvaises solutions. Je crois que face à ce discours qui est tout simplement raciste, il faut appeler un chat et opposer le discours des valeurs et de la simple décence humaine et par ailleurs aussi expliquer encore et expliquer toujours. Merci. Vite sa presse internationale, contourner Donald Trump et continuer la lutte contre le dérèglement climatique malgré la sortie américaine des accords de Paris. C'est le mot d'ordre. Bravache. Courageux du sommet pour le climat qui s'est ouvert aujourd'hui à San Francisco. Et on retrouve ce mot d'ordre à la une du quotidien californien East Bay Times de dimanche dernier. En as du contournement, Jerry Brown, justement, le gouverneur de Californie, vient d'annoncer que son État s'engageait à produire de l'électricité verte à 100% d'ici 2045. Ce sera dur, a-t-il dit Philippe Golub, mais il faut le faire. C'est un exemple à suivre. Et c'est un exemple justement de cette manière de contourner l'inertie, l'apathie de Donald Trump. Le refus de Donald Trump, le veto de Donald Trump, en quelque sorte. Oui, j'applaudis bien sûr la décision de l'État de Californie, qui deviendra peut-être bientôt l'État indépendant, la République indépendante de Californie. On verra bien. Mais en tout cas, effectivement, la Californie est un État important, c'est 40 millions d'habitants, c'est un des nœuds économiques du pays, c'est un centre globalisé de l'économie internationale. Et donc, ça donne un signal fort, je pense, me semble-t-il, qu'il existe aux États-Unis des centres de résistance intellectuelle éthique à la politique de Donald Trump et économique, bien évidemment. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance du blocage que représente Trump dans les négociations internationales pour trouver une convergence véritable sur des accords de limitation des émissions de CO2. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de plus en plus critique de ce point de vue-là, et l'exemple états-unien est en train de proliférer ailleurs. Je pense à l'Inde, je pense à d'autres pays comme le Canada qui viennent d'annoncer qu'ils laissent sauter les limites qu'ils avaient installées auparavant. La Chine, paradoxalement, dans ce schéma-là, se présente comme leader international maintenant dans des négociations climatiques, et peut-être que l'Europe et la Chine pourront ensemble œuvrer dans ce sens avec la Californie. Madame Knoop ? Oui, moi je pense qu'on peut aussi y arriver, pas forcément par des petites touches, mais en tout cas en prenant un problème à la fois. Je cite l'exemple de mon pays. La Norvège ? La Norvège,
où maintenant, je n'ai pas le pourcentage exact en tête, mais c'est genre 70 ou 80% des automobilistes, enfin, ils ont une voiture électrique. C'est le... Tous en Norvège. Oui, voilà. Ouais. Et souvent, ce sont des belles voitures, des Tesla. Donc, chères voitures. Chères voilà. Voitures. Donc, très chères. Et voilà. Et je pense qu'on peut y arriver comme ça, avec pas forcément des plans énormes qui concernent tout le monde, mais en faisant... à petite échelle. Et il y a aussi des mobilisations collectives sous les Souleymane Bachir Diagne. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on voit, comme le week-end dernier, dans différentes capitales ou dans villes du monde, des grandes manifestations pour alerter sur l'état de la planète? Est-ce que vous pensez que c'est sympathique, mais en fait inefficace, ou que ça peut avoir quelques fruits? Ça peut avoir quelques fruits. D'abord, le premier fruit, c'est que ça pose le changement climatique comme un fait. C'est une vérité scientifique. Il y a changement climatique et aujourd'hui, il faut presque défendre la science. On a marché pour défendre. Il y a eu des marches pour la science aux États-Unis. Elle n'est pas tellement discutée, cette réalité. Il faut pouvoir dire aux États-Unis, qu'une chose est un fait. Et donc, mettre des masses derrière le fait du changement climatique, en soi, c'est déjà important. Deuxième aspect, c'est quand même une pression importante. On a le sentiment là de voir une opinion publique mondiale en marche, et ça c'est très important. En Afrique aussi, en Afrique, je dis volontairement en Afrique, puisque l'on dit l'Afrique avec vous. Oui. En Afrique, il y a en Afrique aussi, je sais qu'il y a... Un habitant sur 4 sera africain en 2050. Mais oui. Donc, les ressources... Et oui, et les Africains vivront majoritairement dans des très grandes villes. Oui. Les mégalopoles vont être dans le tiers-monde de manière générale, ce qui était le tiers-monde, et en Afrique en particulier. Donc les questions d'environnement vont être des questions absolument cruciales en Afrique. Pour le lier d'ailleurs au sujet des migrations dont on a parlé, les migrations liées à des questions d'environnement sont effectivement importantes. Alors, la télé des autres, Nadia, vous avez regardé, vous êtes masochiste, la télévision russe et un programme consacré à Vlad. Oui, je me suis branchée sur la télé russe, absolument, et j'ai reçu une énorme décharge de propagande. C'est un tout nouveau programme, il est diffusé tous les dimanches soirs en prime time sur une chaîne qui s'appelle Rossiya 1. Ouais. Ça s'appelle Moscou, Kremlin, Poutine. Ils ne se sont pas trop cassés la tête sur le titre, ni sur la ligne éditoriale. C'est une émission qui dure 1 heure et qui ressemble un peu aux émissions de télé-réalité qu'on a tous vues, sauf qu'il y a un seul produit à vendre, Vladimir Poutine, et on saura tout, mais vraiment tout, de ses activités politiques, de sa vie, de ses vacances, de ses balades dans l'hostile Sibérie, et tout ça, c'est animé par un journaliste. Lui s'appelle Vladimir Solovyov. Journaliste, c'est un bien gros mot, parce que vous allez voir, il a du mal à réprimer des petits cris de plaisir face à la forme physique absolument époustouflante de Poutine. On regarde. Mais qu'a voulu faire Poutine avec ses fruits rouges? Nous devrions les cueillir et aller au marché de la ferme collective. Voici des images que personne n'a encore vues, 8 km le long des montagnes. Pour nous, ce n'est que de l'exercice. Et comment se portent ceux qui ont accompagné Poutine dans cet exercice? Tant de jours ont passé et mes jambes me font toujours mal. Poutine a-t-il besoin de garde du corps dans la taïga russe? Vous savez, les ours ne sont pas idiots s'ils voient Poutine. Quoi? Ah, si les ours voient Poutine, les ils ours ont tremblent. peur de Poutine. Alors cette émission, oui, ils sont quand même allés jusque-là. Hein. Cette émission, elle nous promettait de l'exclusivité et du jamais vu, mais même sans être un citoyen russe, on a tous vu des images de Poutine bravant la toundra à cheval, harponnant des brochets torse nu. Voilà, ces images-là, on les a tous vues, et c'est certainement pour ça que cette émission, elle a remporté un succès assez relatif avec à peine 15% de part de marché. Un chiffre à mettre en parallèle avec un autre, celui de 67%. 67% d'opinion favorable à Poutine. Nous, ça nous semble absolument énorme, mais c'est la première fois que le président russe enregistre une popularité aussi basse depuis 5 ans. Un chiffre fiable qui vient d'un institut de sondage indépendant, ça existe encore en Russie. Et cette baisse de popularité, elle a aussi été facile à observer puisque de nombreuses manifestations hostiles à Poutine se sont déroulées ces derniers jours. Des images assez rares, comme on le voit ici, des images de répression assez violente de ces mouvements-là, et plus rarement encore diffusées à la télévision russe. Et le motif de cette colère, c'est un projet de réforme qui prévoit toujours de relever l'âge de départ à la retraite en Russie
Russie. C'est un âge qui était inchangé depuis 90 ans, donc un acquis social bien ancré. Donc cette séquence, globalement, elle a mis à jour la crise économique que traverse la Russie depuis quelques années et que Poutine avait soigneusement mis sous le tapis en mettant en avant toutes ses réussites à l'international, la Crimée, on s'en souvient, et la Syrie particulièrement cette semaine. Philippe Golub, ce que doit redouter Poutine, c'est pas tellement les ours dans la steppe, c'est la rue, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, des Russes qui sont capables de descendre dans la rue. On n'avait pas vu ça ces derniers temps. Je voudrais faire deux commentaires. Le premier commentaire, c'est que le culte de la masculinité qui s'exprime dans cette émission est quelque chose qui est propre à certaines formes d'autoritarisme politique qu'on a vu dans les années 30 en Europe. Et qu'on voit aujourd'hui chez Erdogan. Erdogan, Trump dans un certain sens, oui, effectivement. C'est dans un autre registre. Mais pour ce qui concerne les dangers pour Poutine, effectivement, la Russie, aujourd'hui, le PIB de la Russie est inférieur à celui de l'Italie, n'est-ce pas? Donc, du point de vue économique, la Russie n'est pas une grande puissance. Il y a une capacité militaire, certes, mais n'est pas une grande puissance sur le plan économique. Et le pays est très fortement dépendant des exportations d'hydrocarbures. Et donc, on est dans une économie très déséquilibrée qui ne produit pas les richesses nécessaires pour améliorer les niveaux de vie. Et donc, effectivement, à l'intérieur, le mécontentement intérieur ne viendra pas nécessairement des aventures extérieures de Poutine, mais des problèmes concrets, sociaux et économiques qui se posent à la population russe qui est vieillissante. Madame Knoop, montrer ses muscles, métaphoriquement, c'est aussi déployer 26 porte-avions dans la mer Méditerranée orientale, comme l'a fait la Russie il y a encore une semaine. Mais bien sûr. Ça vous inspire quoi, cette démonstration? C'est un autre genre de muscles. Et la Norvège peut peut-être raconter une petite expérience, n'est-ce pas? Puisque, laquelle? Dans une série télévisée montrée sur Arte, nous étions occupés par les Russes. Pour le pétrole. Voilà. Pour le pétrole. Donc, nous savons ce que c'est. La menace russe et l'occupation russe. Voilà. Très bien. La deuxième actualité de la semaine, de la soirée plutôt. Elle se passe en France demain, enfin. J'allais dire, puisqu'Emmanuel Macron l'avait promis au mois de juillet, puis il l'a repoussé pour cause de Coupe du Monde de football ou d'arbitrage budgétaire, on ne l'a jamais bien compris et bien su. Demain, donc, Emmanuel Macron présente son plan pauvreté et on va voir si enfin, comme le souhaitent certains dans sa majorité, il va prendre le tournant social que beaucoup lui reprochent de ne pas avoir pris. Alors, Philippe Golub, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, par ce plan pauvreté, peut reprendre la main politiquement, ou que son image est déjà trop altérée, notamment cette image de président des riches qui le suit depuis longtemps? Il y a eu effectivement un effritement certain, une érosion à la fois de l'image et de la popularité du président. Et pour ce qui concerne son plan pauvreté, il faudra regarder, analyser les détails et en voir la mise en œuvre dans le temps, n'est-ce pas? Parce que les annonces sont une chose, la mise en œuvre en est tout à fait autre chose. Les études sociologiques en France montrent que les Français sont, comme d'autres populations européennes, comme d'ailleurs la population américaine aussi, sont très fortement attachés aux services publics, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, que ce soit etc. Et la déconstruction partielle, lente, incrémentale, plutôt que brutale et ouverte, mais comme la déconstruction lente des systèmes de protection, des protections de santé et de protection sociale en général, publique en France, je pense, pose un problème politique important pour quiconque est au pouvoir. Et donc Macron se retrouve là dans une difficulté, une très grande difficulté. Souleymane Bachir Diagne, votre regard sur Emmanuel Macron, qui est au pouvoir depuis maintenant 1 an et demi, enfin mai 2017, 1 an et quelques mois, qualifié peut-être trop hâtivement de président des riches, incarnant le nouveau monde, selon son vœu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais écoutez, on a du mal à se défaire des qualificatifs comme cela. Et, malheureusement, le qualificatif a collé. Donc l'idée de président des riches s'est imposée aux esprits. Et c'est vrai qu'un président qui, pour l'instant, a donné de lui l'image de celui qui avait remporté une victoire contre le monde du travail. Un bras de fer long. Et ce genre de victoire est toujours une victoire à la Pyrrhus. On ne gagne pas vraiment contre le monde du travail parce qu'on mesure, au fond, toute la précarité de ceux qui sont de l'autre côté. Et on a le sentiment, effectivement, qu'on est plus préoccupé par les baisses d'impôts pour les très riches que par les exclus. Donc il était temps, probablement pour lui, d'essayer de redresser la barre dans l'autre sens, dans le sens à gauche.
Alors, faites-nous écouter quelqu'un, on voit ce qu'il en pense. Benoît un des Hamon. opposants, le patron de génération à Monsieur. Emmanuel Macron, qui profite à plein justement de cette réputation de président des riches. Il a même inventé un mot qu'il attribue à Emmanuel Macron. On le regarde. J'ai dit que ce gouvernement non seulement n'aimait pas les pauvres, mais qu'il y avait une forme de racisme social quand le président de la République s'exprimait avec autant de mépris à l'égard de ceux qui n'ont qu'un petit salaire, une petite pension pour pouvoir vivre. Donc, Madame Knoop, est-ce que Emmanuel Macron est pauvrophobe ? J'espère pas, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il donnait une impression presque de l'être. Et je ne comprends pas, moi, comment quelqu'un comme ça, qui a priori est quand même intelligent, qui a une bonne... Lui, non, mais comment il peut faire des déclarations comme il fait. Par exemple, sur le costume. Ah, trouve-toi un travail, comme ça tu peux t'acheter un costume. Alors, comment il peut dire... Je ne suis pas dans sa tête, mais peut-être qu'il considère que plutôt que la compassion, il faut donner à la personne une possibilité d'émancipation. Oui, mais enfin, ça a été répété 10 fois. Hein. Oui, mais c'est peut-être ça sa logique. Et elle se défend. Non ? Non, je ne crois pas. Mais par contre, il y a une urgence à venir en aide aux pauvres de France, parce que là, ils sont vraiment très très mal. Parce qu'un Français sur 5 ne mange pas 3 repas par jour. Ce sont des chiffres d'avant-hier. Les pauvres pensent, hein. les pauvres réfléchissent, les pauvres deviennent des acteurs politiques. Les pauvres ne sont pas des riens. Le monde n'est pas divisé entre ceux qui sont quelque chose et ceux qui ne sont rien. Une autre déclaration malheureuse, peut-être pas intentionnée de cette manière, mais c'est quand même une déclaration malheureuse. Les pauvres sont dans une situation qui est la leur, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une dignité qu'il faut reconnaître et qu'il faut soutenir. On ne peut pas ne pas vous demander à vous, Souleymane Bachir Diagne, vous vivez aux États-Unis, mais vous êtes un philosophe sénégalais. Emmanuel Macron a fait plusieurs voyages sur le continent africain depuis qu'il a été élu pour déplorer les anciennes relations extrêmement vénéneuses, la France-Afrique en l'occurrence. Que pensez-vous de ces voyages, de ces discours en Afrique, de sa volonté ? Il y a eu des discours sur la démographie africaine, l'explosion démographique africaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur le plan de sa relation à l'Afrique, je crois que de ce point de vue-là, il rattrape ce qu'on vient de dire sur le président des riches. Je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il a en quelque sorte tenu une promesse qui était celle des gens de sa génération. Par son âge, il est sorti de la France-Afrique. On a vécu une période où les présidents français en déplacement en Afrique paradoxalement, ne savaient pas quoi dire. Ils s'empêtraient dans des formules à l'emporte-pièce. Ça a coûté ce que ça a coûté au président Sarkozy. Lui est venu parler naturellement. Il a fait une blague qui n'était peut-être pas du meilleur goût à Ouagadougou, d'ailleurs, quand il y est allé. Mais au fond, il était décontracté. Voilà, c'est quelqu'un qui sait être décontracté avec l'Afrique. Il a, sur la colonisation, par exemple, dit une chose qui était très juste, c'était un crime contre l'humain. Parlons pas de crime contre l'humanité, parce que ça, c'est une catégorie juridique, légale, qui nous mène ailleurs. Mais dire simplement c'est un crime contre l'humain, c'est une formule toute simple, mais qui soldait d'une certaine façon un certain nombre de choses et de malentendus. Ce qu'il a dit sur la restitution des objets d'art, en confiant d'ailleurs la mission à mon ami Felwine Sarr et à Bénédicte Savoy, c'est une excellente initiative également. Là, je dirais que ses réflexes sont bons et qu'il peut tenir, on peut espérer que ce partenariat avec l'Afrique dont je parlais, il soit en mesure de le mettre sur pied. Eh bien, merci pour ce feu d'artifice macronien à propos de l'Afrique à la toute fin de notre séquence. Merci Souleymane Bachir Diagne, merci à tous les deux. 28 minutes la suite dans un instant avec le chérubin Maudu Esseltiel à propos d'une décision historique en Inde et du choléra en Algérie. Mais d'abord, à la loupe, la chronique musicale de Mathieu Conquet. Ce soir, Metallica, c'est de la musique qui cogne et qui sonne faux en plus. Regardez. À la loupe aujourd'hui, un standard du groupe Metallica, Enter Sandman. Derrière ce célèbre riff, repris par tous les guitaristes en t-shirt noir, une forme interdite en musique, le triton, appelé aussi Diabolus in Musica, le diable dans la musique. En plein été 91, le groupe américain sort son 5e album.
Décidés à toucher le grand public, ils ralentissent le tempo et font plus simple, avec une pochette toute noire, sans titre. Pour s'en souvenir, les fans l'appelleront le Black Album. Pas bête, remarquez, il y avait déjà l'album blanc des Beatles. Banco. L'album noir se vend à plus de 30 millions d'exemplaires, et ceci grâce à 7 premières chansons, Enter Sandman, un marchand de sable qui donne des cauchemars. Mais revenons à l'intro. À la loupe donc, ce riff principal à la guitare qui repose sur un triton. Le triton Quesaco, une intervalle de 3 tons ou bien une quarte augmentée ou une quinte diminuée. Vous suivez ? Pour faire simple, le triton sonne un peu faux. Ce principe du triton interdit remonte au Moyen-Âge où, soucieux de respecter les règles de l'harmonie définies par les Grecs, on évite les dissonances parfois désagréables. Puis, on ne va plus seulement éviter, mais interdire ces intervalles dissonants, car certains y voient la marque du diable. Pas étonnant donc que des groupes de métal comme Black Sabbath ou Marilyn Manson s'amusent à jouer de ce diable en musique. Mais alors, pourquoi ce bon Jean-Sébastien Bach en use-t-il aussi dans son clavier bien tempéré ? Eh bien, pour la même raison que Jimi Hendrix dans le célèbre Purple Haze, parce que c'est inattendu, disruptif, parce que c'est frappant. En voilà des accords qui tuent. Épatant, Mathieu Conquet. Bonsoir, vous. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah rien, on est content. Ah ouais, On a des histoires à raconter. Oui, et ben pourtant, c'est quand même pas drôle ce qui arrive en Algérie. Oui, le choléra revient, oui. Une épidémie, il y a eu des morts. La France a été inquiétée parce qu'un avion en provenance d'Oran a été arrêté pendant quelques heures sur un aéroport, le temps que les médecins examinent les passagers, c'est ça ? Tout C'était allait comme bien ça et tout allait bien. Et tout allait bien. Bon, et alors qu'est-ce qu'on fait ? On remonte à l'époque où on avait très peur du choléra en France. Très peur du choléra. Oui, on va acheter le Figaro le 17 Oh bah, mai 1832. ça commence très bien. Ça commence très bien. L'article de Vincent. Non, il n'y est pas encore. Par contre, ce 17 mai, en une du Figaro, on peut lire cette terrible nouvelle. Ce n'est plus un journal que nous faisons. Nous voilà qui tenons un registre funéraire. Ah bah oui, c'est comme ça et c'est pas faux, hein, parce que le choléra fait des ravages. Les journalistes essayent de faire le compte des victimes. Il y en a tellement, ils peuvent pas. La veille, le 16 mai, c'est même le président du Conseil, Casimir Perier, qui a été emporté par la maladie. Faut le dire, le choléra, c'est vraiment la maladie qui fait peur au 19e siècle. C'est une maladie nouvelle, parce qu'elle est apparue pour la première fois en Europe dans les années 1810. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, cette maladie-là. Dans un premier temps, les médecins vont chercher un mot qui existe déjà, qui est le mot de choléra, qui désignait une infection intestinale extrêmement grave. Vous voyez, une gastro-entérite très très forte. Mais enfin, là, ils comprennent que c'est pas vraiment ça et que c'est pire. Pandémie après pandémie, la maladie fait des centaines de milliers de victimes, même des millions de victimes. Les études montrent très vite qu'elle vient des Indes, qu'elle passe par le Moyen-Orient ou par la Russie et qu'elle arrive en Europe. En mai 1832, Chateaubriand, dans ses mémoires d'outre-tombe, se pose la question, il dit « Mais qu'est-ce que le choléra ? Est-ce un vent mortel ? Est-ce que ce sont des insectes que nous avalons et qui nous dévorent de l'intérieur ?» Les médecins ne peuvent pas répondre. Non, ils ne savent toujours pas. Par contre, ce que font les médecins, c'est qu'ils décrivent les symptômes. Et ils sont particulièrement impressionnants, notamment un symptôme qui est la peau qui se cyanose, c'est-à-dire qu'elle prend une teinte bleuâtre, il y a des plaques comme ça. Eh bien, c'est assez impressionnant. Eh bien, à partir de et les crampes. Et les crampes. Ah oui, alors, il y a des crampes. Non, c'est assez horrible, le choléra. Et à partir de ce moment, donc on est à la fin des années 1830, au début des années 1840, s'impose dans les journaux et dans les conversations une expression. Une peur bleue. Voilà, la peur bleue vient du choléra. Alors, il faut attendre la fin du 19e siècle pour qu'on trouve un vaccin contre le choléra, mais vous le savez, l'expression de peur bleue, elle, est restée. Non seulement c'est Decaux, mais c'est l'Académie française à lui tout seul, en plus. Alors, juste pour terminer, laissons la parole à un spécialiste de la couleur, un peintre qui sait parfois, lui, être aussi colérique. Pensez-vous de Picasso ? Je pensais de plus en plus que c'est un grand génie anarchiste et destructif, mais comme tous les anarchistes, c'est quelqu'un qui a une peur bleue, qui est déjà très claire dans sa période bleue.
Alors, la période bleue de Dali. On part en Inde, aux Indes, aurait dit Xavier, mais ça c'était au 19e, on ne dit plus aux Indes. Non, on ne le dit plus, les choses changent en Inde. Il y a même un arc-en-ciel comme ça qui s'est dévoilé dans l'été indien, puisque dans le pays le plus peuplé du monde après la Chine, 1,250 milliard d'habitants, l'homosexualité n'est plus considérée comme un crime et c'est une révolution. Ce sont les juges de la Cour suprême qui ont rendu illégal l'article 377 du Code civil, qui interdisait un tout rapport charnel contre l'ordre de la nature. Voilà, je le cite, ça a été rédigé justement sous l'ère coloniale britannique, cet article-là qui pouvait donc envoyer les homosexuels en prison. Ça, c'était techniquement, parce que dans les faits, il était surtout employé comme une arme d'harcèlement contre la communauté LGBT qui a donc exulté, vous le voyez, dans toutes les rues du pays. Alors cette victoire est le fruit d'un long combat qui a été mené en partie par les comédiens de Bollywood qui militaient pour que les personnages homosexuels, il y en avait quand même dans les films, ne soient pas juste réduits à leur simple caricature. Ils ont donc fait avancer les choses et surtout grâce à un homme, tête de pont du combat pour l'égalité. Pas n'importe qui, un prince, Mavendra Singh Gohil, qui est descendant de la famille des Maharajas, la grande famille. Voilà, c'est lui qui a été le premier prince gay à revendiquer ouvertement son homosexualité. C'était dans le cadre au détour d'une interview qui est parue en 2006, une interview qui a bouleversé sa vie, puisque juste après la publication, sa riche famille, je le rappelle, l'a déshérité, et lui a fait subir une cure d'électrochoc pour lui redonner, bien sûr, la raison. Mais Mavendra, au contraire, a repris sa vie en main. Il a divorcé de son mariage arrangé et il est devenu le protecteur des homos indiens. Il a lancé un organisme caritatif et en ce moment même, il est en train de construire un refuge de plusieurs hectares pour accueillir tous les gays qui sont chassés comme ça de leur famille. Alors aujourd'hui, évidemment, il est très heureux puisque c'est un de ses rêves qui est exaucé avec cette reconnaissance de l'homosexualité. Mais c'est un prince, alors il va encore plus grand, encore plus loin et il demande maintenant l'égalité dans le mariage. Et l'héritage. Voilà qui arrangerait bien cette affaire à Mavendra. Mais non, il est au-dessus de ça. Oui, bien sûr. Merci mes amis, 28 minutes est terminé à suivre sur Arte Chérie. Suite et fin de la fresque historique 1918-1939, les rêves brisés de l'après-guerre. Xavier Mauduit, Opine Dubonnet. Il va leur re-regarder dès qu'il rentre chez lui. À demain, on se quitte avec Fela Kuti, Lady.